c'est être un peu moins nombreux pour démarrer la journée. Donc, bienvenue, donc, je suis Margot Public, journaliste pour le média Esquive, et j'ai la joie de recevoir Tony Pinville, bonjour. Bonjour. Qui est le cofondateur d'une start-up dans la tech. C'est plus vraiment une start-up maintenant, ça fait quelques années. On a grossi, donc on est une entreprise. Une entreprise dans l'IA et le marché de la mode. Donc, je vais demander à Tony pour démarrer cette conversation. Ce talk va durer une trentaine, quarantaine de minutes. On va parcourir plein de sujets, plein d'axes pour essayer de comprendre comment l'intelligence artificielle, qui est un sujet un petit peu à la mode, si je puis dire en ce moment, comment l'IA révolutionne et chamboule le marché de la mode. Mais avant ça, Tony, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé là. J'ai lu sur le site que tu avais fait un doctorat, un PhD. Donc n'hésite pas à nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé là. D'accord, avec plaisir. Donc moi, je ne viens pas du tout du secteur de la mode. Je viens du secteur de la technologie et de l'informatique. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis dans ce sujet. J'étais au départ développeur d'applications informatiques dans le secteur de la finance de marché. Donc on est très loin du secteur de la mode. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'étais responsable R&D, donc vraiment des sujets très très tech. Et fin 2009 et début 2010, j'ai décidé de me mettre à fond dans l'intelligence artificielle, un domaine qui n'était pas encore très développé dans l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une thèse en intelligence artificielle. Donc ça consiste à faire des recherches, publier des papiers, essayer d'avancer, de faire avancer la science dans ce secteur qui, en fait, en ce moment-là, était vraiment en plein boom au niveau académique. Il y avait l'émergence de ce qu'on appelle le deep learning, qui est maintenant vraiment très mature, et qui a vraiment révolutionné le secteur de l'intelligence artificielle, qui permettait de faire des choses qui n'étaient pas possibles au préalable. Des choses sur l'analyse d'images, l'analyse de texte, qui étaient vraiment révolutionnaires. Et c'est de là qu'est née l'idée pour moi et mes associés de partir de cette technologie, de cette avancée technologique, et de créer une entreprise qui allait mettre ça à profit, et plus dans des problématiques business spécifiques. Donc on a créé Euritech en 2013, à la fin de ma thèse en IA, avec au départ pas du tout un focus autour de la mode, mais plus en se disant, l'IA peut apporter énormément dans différents secteurs, et on va déterminer dans quel secteur ça peut apporter beaucoup. Et après avoir exploré dans différents domaines, on s'est rendu compte que le secteur de la mode, qui est drivé par l'image, avait ce besoin de mieux comprendre ce qui se passait. Il y avait un peu un shift dans le secteur de la mode avec l'avènement des réseaux sociaux. On avait besoin de comprendre un peu mieux comment ces tendances émergeaient, comprendre un peu mieux justement l'évolution des besoins des consommateurs, qui prenaient un peu plus le pouvoir avec les réseaux sociaux, les influenceurs, les marques, perdaient un peu ce contrôle et avaient besoin de comprendre ce qui se passait un peu à travers le monde. C'est de là qu'est née l'idée de se focaliser dans le secteur du luxe et de la mode. Et nous, en tant qu'entreprise française, on s'est dit, si on veut être dans un secteur qui a du sens dans le français, autant être dans le luxe et la mode. On a commencé d'abord dans le secteur du luxe avec Vuitton, ensuite on s'est étendu dans le secteur plus mode, avec un petit peu partout dans le monde, Bon, c'était quelques-unes, vous avez un beau portfolio de clients, je crois qu'il y a Adidas, Dior. Oui, on travaille beaucoup aussi avec Nike, dans le sportswear, on vend des grandes entreprises un peu partout à travers le monde, et maintenant de plus en plus avec des entreprises françaises, c'est tombé parce qu'on a une boîte française, comme Decathlon, d'autres marques de ce genre, assez vaste. On est parti du luxe, parce que c'est un peu la vitrine, on va dire, pour ensuite être dans le secteur sportswear, un petit peu toucher des grandes entreprises, une petite entreprise. Et personne était issu du secteur de la mode, c'était tous... Au départ, non. Alors après, ce qui a été indispensable quand on s'est spécialisé dans le secteur de la mode, c'est justement d'intégrer des experts de la mode, parce que être expert de l'intelligence artificielle ne permet pas de comprendre les enjeux du secteur de la mode, permet juste de potentiellement répondre à un besoin, mais encore faut-il de bien le comprendre. Et ça, bien le comprendre, il faut avoir des experts de la mode qui permettent de comprendre les enjeux, de se dire quels sont les enjeux, il y a des problématiques d'un vendu, il y a des problématiques de comprendre. Et ça nécessite d'avoir une expertise dans le secteur. C'est là où on intègre justement des personnes issues des écoles de mode, qui ont une expertise chez les designers,
permis finalement de construire une technologie qui réponde réellement à des besoins. Parce que sinon, si on demande à un expert IA de faire des choses dans la mode, il va pouvoir repérer des t-shirts blancs, rouges, bleus, des jupes, des robes, et me dire l'été, la mode c'est plutôt la jupe, et l'hiver, la doudoune. Voilà. Ce qui est vrai, actuellement c'est vrai, elle n'apporte aucun intérêt pour le secteur. C'est vraiment très précis, il faut aller dans le détail, et pour ça, il faut avoir cet échange d'expertise, c'est un peu la caractéristique de l'entreprise high-tech, c'est d'avoir des experts dans différents domaines, l'IA, informatique, produits, mode. Chacun mutualise ses compétences. Exactement. Et une petite question concernant le nom. Donc, cette entreprise, elle s'appelle Euritech. Exactement. D'où vient le nom? Alors, Euritech, ça vient de heuristique, qui vient du grec. Heuristique, c'est recherche, l'exploration. Et c'est cette étymologie-là que l'on lit. Et en termes de mots-clés, parce que là, je voulais absolument décortiquer le nom de l'entreprise, et tu as parlé tout à l'heure de deep learning avant qu'on poursuive. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous vulgariser un petit peu, voilà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le vocabulaire clé de l'IA, la différence entre le deep learning et le machine learning? En fait, déjà, quand on dit intelligence artificielle, c'est un mot un peu fourre-tout qui est assez peu utilisé finalement en sciences parce que c'est très, très global. On utilise principalement machine learning parce que c'est le terme qui désigne en fait toutes les technologies actuelles. C'est comment apprendre à partir de la donnée. C'est-à-dire qu'on a de la donnée en entrée, on va créer un modèle pour réussir à faire des choses. Donc ça va être classer des informations, traduire, toutes les activités qu'on fait. Ensuite, le deep learning, c'est tout simplement un sous-ensemble de machine learning qui en fait utilise des réseaux de neurones artificiels, en gros un semblant de cerveau, très très simplifié, avec des millions et des millions de neurones interconnectés. Et à partir de là, en fait, on fait des choses très très puissantes. Donc, dans le deep learning, on va pouvoir faire la classification, l'analyse d'images, pour repérer une image, ah tiens, voilà un sac à main, voilà un chat. Dans le deep learning, il y a un sous-ensemble qui est maintenant tout ce qui est autour de l'IA générative, qui permet d'arriver jusqu'à. C'est vraiment des idées qui sont liées en global, machine learning, deep learning, il y a plein de plus en plus précis. Merci pour cette explication. Et enfin, je tiens à souligner donc, que Euritech, la société de Tony Bainville, a remporté un prix exceptionnel. Euritech était lauréat du prix organisé par LVMH, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, le pourquoi du comment s'est passée cette expérience? C'était la première édition en 2017. C'était assez intéressant parce qu'on collaborait déjà avec Vuitton, avec qui on a co-construit notre solution. Et c'était un peu aussi vraiment une façon d'être reconnu sur la scène internationale. Parce que c'est vrai qu'on reçoit un prix de LVMH, c'est pas seulement une reconnaissance effectivement en France, c'est vraiment une reconnaissance à travers le monde. Et ce qui nous a permis finalement de gagner le premier client international. Ce qui a fait aussi que Euritech, finalement, 80% de nos clients sont en dehors de France, grâce aussi justement à la visibilité qu'on a avec le secteur de luxe et le fait que recevoir le prix dans certains Bernard Arnault, ça ouvre quelques portes. C'est sûr. Vous étiez combien de. Oh non, pardon, je t'ai coupé. Depuis que je vais desserrer la porte, je suis pas à la maison parce que ça fait des choses. Je me demandais, vous étiez combien de sociétés à candidater pour ce prix à peu près? Plutôt une dizaine, une centaine pour... Non, c'est plusieurs centaines, parce que c'est vrai que ça regroupe les boîtes fashion tech. Et c'est vrai que ça donne tellement une bonne visibilité internationale que c'est un peu... C'était en 2017 et c'est Bernard Arnault et ses équipes qui vous ont remis le prix. Exactement. Et ça vous a apporté une visibilité à l'international et je suppose plein de nouvelles opportunités. Exactement, c'est à partir de là que effectivement, une fois qu'on est validé par un grand nom comme ça, on peut justement convaincre des entreprises comme Nike, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident quand une entreprise française de pouvoir collaborer directement avec les équipes des headquarters aux États-Unis, on collabore avec des entreprises américaines. Mais dans le secteur de la mode, c'est aussi un secteur un peu particulier où on est tellement légitime en France que facilement travailler à l'international. Très bien. Merci beaucoup Tony pour cette introduction. Maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. J'ai scindé cet échange en 3 parties. La première, elle s'appelle créativité augmentée. Bon, ça veut un petit peu tout et rien dire, mais pour démarrer cette conversation, la première question c'est
selon toi, comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle la manière dont les designers abordent la création artistique? Elle peut aider les designers à différents niveaux. Micro. Ah. Oui. Parce qu'il y a un petit Larsen. Elle peut aider à différents niveaux. Au niveau, par exemple, confirmer ou infirmer une intuition. Par exemple, la plupart des designers ont décidé sur tiens, qu'est-ce qui est en train d'émerger, quels sont les sujets du moment, quelles sont les tendances du moment. Grâce à l'IA, on peut avoir une confirmation de ah oui, est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on commence à voir en France, est-ce que c'est quelque chose qu'on commence à voir aux États-Unis, un peu partout. Donc ça permet vraiment de confirmer ou infirmer des intuitions, ça peut être intéressant. Après, il y a toute la partie un peu plus connue maintenant autour de la generative AI, c'est une fois qu'on a une idée en tête, facilement en fait la transmettre à d'autres personnes. Parce que j'ai souvent entendu ça de certains designers qui avaient finalement le produit en tête et le processus finalement de le rendre visualisable pour convaincre d'autres personnes, je sais pas, merchandiser ou d'autres personnes que ce produit a du sens, ça met du temps. Parce qu'il faut faire un dessin, il faut faire un prototype, il faut faire plein de choses comme ça. Avec les outils génératifs AI, on peut vraiment accélérer ce processus-là et aller directement à la design. Donc il y a beaucoup d'endroits où finalement l'IA peut aider, peut faciliter un designer dans le processus de création. Alors justement, pour vous, c'est juste un nouvel outil un peu révolutionnaire ou ça se transforme en vraiment partenaire dans le quotidien? C'est un peu comme un nouveau pinceau. Il faut la citer, cette phrase, elle est absolument top. Non, effectivement, c'est à la fois un nouvel outil et une nouvelle, je pense, une nouvelle opportunité pour travailler différemment et plus efficacement. Donc, comme je disais, c'est vrai que le fait d'avoir accès à toute cette information-là nous permet d'être plus efficace, d'être plus rapide et de se concentrer sur la réelle valeur ajoutée d'un designer qui va être de créer quelque chose de nouveau, de créer ce processus créatif qui est le plus important. Le reste, la collecte d'informations, la validation ou rendre visuel, le prototype, c'est finalement pas le plus important. Le plus important, c'est d'être proposer quelque chose de créatif et de nouveau. Tout à fait. Et par contre, on ressent même une certaine inquiétude dès qu'on aborde les sujets d'IA. Beaucoup de personnes ont peur que l'IA remplace finalement l'activité humaine, alors qu'on vient d'expliquer qu'en effet, on peut le percevoir comme un nouveau pinceau à la palette de création. Mais voilà, selon toi, est-ce qu'il faut craindre que l'IA remplace l'humain et son intuition? Non, l'IA ne va pas remplacer l'humain. En fait, ce qui va se passer, c'est que les designers ou les personnes qui ne vont pas utiliser l'IA vont être potentiellement remplacés par des designers qui utilisent l'IA, je pense. Et donc, c'est un plus, c'est pas quelque chose qui va créer de nouveaux produits, c'est quelque chose qui va faciliter le travail des designers. Et je pense que c'est normal d'avoir peur de quelque chose de nouveau, parce que ça un peu heurte les façons de travailler actuelles. Et je pense que le plus important pour ne pas avoir peur, c'est de comprendre, de se former à ces outils, de comprendre quelles sont les opportunités, de se rendre compte que des potentiels et aussi des limites en fait ces outils-là. Souvent quand on les utilise, on se rend compte de tiens, c'est là où je suis utile parce que finalement l'outil propose quelque chose de très standard, très bateau, qui ne m'a pas beaucoup aidé. Et c'est en se confrontant à ces nouveaux outils, on se rend compte de quelle est réellement notre valeur ajoutée et comment ça va pouvoir nous aider au quotidien. Donc ça c'est vraiment la partie formation qui est clé, je pense, pour le designer, mais en fait pour tous les métiers. C'est-à-dire que ce soit du développeur d'applications informatiques, du marketeur, voilà. Moi par exemple j'ai des cours pour le département marketing à Sciences Po et on leur montre comment au quotidien ils vont pouvoir utiliser ces nouveaux outils. On leur montre les limites de ces nouveaux outils. On leur montre comment ils vont pouvoir être beaucoup plus efficaces et va demander de plus en plus finalement de plus en plus pertinent et excellent dans le domaine. Comme on disait tout à l'heure, on parlait un petit peu des révolutions technologiques qui en général suscitent des inquiétudes. Finalement, ces inquiétudes elles peuvent être saines parce qu'elles invitent les personnes dans l'innovation à questionner. Finalement, cette résistance, elle a son importance quelque part. Oui, elle a son importance et ce qu'il faut se rendre compte, c'est aussi, comme je disais, des limites de l'IA. Parce qu'on parle toujours de l'IA comme quelque chose de magique qui peut résoudre tous les problèmes. Il suffit d'utiliser pour se rendre compte que dans certains sujets, il y a quelques limitations, quelques choses qui font que, si on l'utilise dans un domaine très précis, dans le secteur de la mode, vous allez voir qu'on va proposer des choses très bateaux qui
qui au final ont un intérêt de loin. C'est un peu l'effet démo qui est très important, et quand on l'utilise au quotidien, on se rend compte que quand même, voilà, il y a encore quelques progrès à faire, ça viendra, mais surtout ça va venir quand les personnes vont se l'approprier et se rendre compte de comment ils vont pouvoir être utiles en utilisant ces solutions-là. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Oui, c'est sûr que les gens issus du secteur de la tech se familiarisent avec tous ces outils depuis bien longtemps, mais pour le commun des mortels, si je puis dire, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et encore, même pour le secteur de la tech, pour les personnes qui aiment pas de l'IA, il y a beaucoup de développeurs informatiques qui vont dire ah non, l'IA c'est mieux, qui vont avoir aussi ce côté réticent et tout ça. Donc c'est pas inhérent au secteur très loin de la tech, c'est inhérent aux personnes qui ont faire une certaine habitude de travailler. On a travaillé de la même manière depuis 10 ans, 15 ans, c'est très difficile de se dire ah, ok, à quel niveau je me mets un peu en question pour voir comment je peux progresser. Ça fait un peu peur de sortir un peu de sa zone de confort. Tout à fait. Mais je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant de manière globale. C'est très humain finalement, la difficulté de sortir de sa zone de confort. À la fois l'humain est fascinant par sa capacité à s'adapter en toutes circonstances. Néanmoins, c'est pas toujours évident de sortir de sa zone de confort. Il faut toujours trouver le compromis entre zone de confort et l'exploration. J'ai un exemple là qui me vient, je me souviens d'une époque où beaucoup de gens avaient des BlackBerry, et puis il y a l'iPhone qui est arrivé, et il y avait les pro-iPhone et les anti-iPhone qui étaient restés avec leur BlackBerry. Bon, au final, il me semble qu'il y avait beaucoup de BlackBerry, avec tout mon respect pour cette enseigne. Et voilà. Et parfois, dans les révolutions technologiques, tout le monde ne sort pas de sa zone de confort en un claquement de doigts, ça prend du temps, mais c'est assez humain finalement. Exactement. Merci beaucoup. Donc là, on va enchaîner sur une seconde partie. Justement, on parlait des limites de ces outils d'intelligence artificielle. Et au-delà des limites, il y a aussi parfois des problèmes d'éthique ou pas. J'aimerais qu'on aille un petit peu sur ce terrain. Donc, selon toi, quels défis éthiques l'intelligence artificielle pose-t-elle dans le domaine du design et de la création? Le problème éthique comporte pas forcément un client, mais c'est surtout la partie propriété, de savoir en fait à partir de quand c'est quelque chose qui est inspiré ou qui a été créé réellement. Donc je pense que toutes ces problématiques autour de la propriété, il y a beaucoup de gens qui se font, des créateurs qui se font voler justement des œuvres parce que au départ, pour entraîner tous ces algorithmes d'intelligence artificielle, ils ont fait ça de manière un petit peu, comment dirais-je, radicale, en récupérant tout ce qui était disponible sur Internet, sans se préoccuper justement de la propriété. Et donc il y a toujours cette possibilité d'avoir une source d'inspiration qui est plus que l'inspiration, qui est du vol. Donc c'est tout ce débat-là qui n'est pas encore tranché sur la propriété, qui possède l'œuvre et tout ça. Et donc il y a encore au niveau législatif beaucoup de choses à trancher qui ne sont pas forcément évidentes. Est-ce qu'une œuvre créée totalement par l'IA peut être déposée? Est-ce que voilà, donc il y a énormément de sujets à ce niveau-là qui se posent. Parce que souvent en fait quand on parle d'IA, les problématiques sont énormément liées aux problématiques de données. Donc les données personnelles qui sont utilisées pour entraîner, ça s'appelle des données utilisées sur Instagram pour des personnes, des données qui sont utilisées sur Facebook, des données personnelles, et après toutes les données qui sont utilisées justement pour entraîner, qui ont des droits d'auteur, qui appartiennent à quelqu'un, qui ont été un peu rapidement et sauvagement crawlés. Donc c'est tous ces sujets-là qui vont être traités au fur et à mesure. Et on voit à chaque fois il y a des procès qui sont faits pour que justement ça soit un petit peu plus clair. Ça prend un peu de temps. Il y a une question qui me vient un petit peu sur ce terrain-là. Est-ce que c'est possible, alors peut-être que je suis un petit peu trop dans la série en ce moment, je regarde avec beaucoup de retard le Bureau des légendes, donc je suis à fond avec les hackers en ce moment, et je me demandais est-ce que c'est possible que des marques concurrentes viennent hacker les gens qui se servent de ces outils pour s'inspirer et voler pas forcément. Au niveau hacking, tout est possible. Après, c'est une question d'investissement possible, parce qu'il n'y a pas de choses impossibles à attaquer. C'est une question de temps pour le développer. Techniquement, oui. Après, il faut voir l'intérêt, il faut voir combien ça coûte, est-ce que ça vaut le coup. Il y a peut-être des choses plus faciles à faire, peut-être pour récupérer ces infos, techniquement. Et une petite question aussi qui me vient, on en parlait un petit peu tout à l'heure sans trop diverger, donc là on est sur le terrain des limites et des contraintes. En
en termes de consommation, est-ce que c'est une vraie contrainte ou pas forcément? Le fait de se servir de ces outils d'intelligence artificielle dans le quotidien, quel est l'impact finalement? Ouais, ce qu'on oublie un peu souvent, c'est effectivement l'impact que ça a d'utiliser des outils tels que ChatGPT. Ce qu'on disait tout à l'heure, le simple fait de faire une requête ChatGPT, ça prend 10 fois plus d'énergie que faire une requête Google. C'est-à-dire que rien que l'utilisation des algorithmes d'IA générative est extrêmement coûteux énergiquement parlant, et encore plus aussi pour entraîner les modèles, parce qu'ils sont entraînés sur des milliards et des milliards de données, et que ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros aux entreprises pour entraîner les modèles sur de nouvelles données. Donc il y a vraiment un impact écologique énorme sur l'utilisation de ces outils-là. Donc pour l'instant on en parle assez peu, mais au fur et à mesure ça va être de plus en plus un problème pour justement se trouver de nouvelles alternatives qui consomment moins avec des résultats aussi pertinents. Donc potentiellement des IA qui vont être spécialisées dans un domaine particulier, par exemple une IA spécialisée dans le secteur de la mode ou telle chose. Donc c'est pas non plus la solution à tout. Si on utilisait vraiment ChatGPT pour tous les systèmes, il y aura un problème économique et écologique. Affaire à suivre. Donc là, on arrive dans la troisième partie de notre conversation sur notamment la transformation de l'industrie, en tout cas sur le marché de la mode. Donc, la première question, c'est quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la chaîne de production dans l'industrie du design et de la mode? En fait, l'intelligence artificielle peut intervenir à différents niveaux, à tous les niveaux dans la chaîne de valeur de la mode. Ça peut être en amont de la création des produits, d'un plan de collection, pour, comme je disais, avoir un petit peu des informations sur les tendances qui commencent à émerger, des tendances spécifiques dans certains endroits, parce qu'au final on parle de mondialisation des tendances, mais il peut y avoir des décalages entre l'émergence de certaines tendances en Chine versus en France versus aux États-Unis. Donc le fait d'avoir toutes ces informations-là peut aider justement dans la prise de décision et dans l'ajustement d'un plan de collection. Donc ça c'est une première étape. Il y a aussi l'étape, on disait, pour faciliter le travail de designer et directement proposer des prototypes avec l'IA générative automatiquement, donc pour avoir quelques idées rapides. Il y a un autre cas dans l'ajustement des quantités pour se déterminer justement en fonction des spécificités de chaque région, de chaque pays, d'ajuster les quantités en fonction de l'évolution. Parce que par exemple, ce qu'on fait avec texte, c'est qu'on est capable de prédire jusqu'à 1 an, 2 ans à l'avance l'évolution des tendances marché. Et grâce à ces informations-là, on peut ajuster pour finalement réduire les invendus et éviter les overstocks, mais aussi détecter les prochaines tendances qui commencent à émerger. Donc il y a cette partie. Après, il y a une partie sur pousser le bon produit au bon moment à la bonne personne. Donc, le fait d'avoir cette capacité de synthèse, d'analyse des données, on va pouvoir mettre en avant le bon produit au bon moment et vraiment matcher avec la demande client. Donc il y a vraiment à peu près tous les aspects qui peuvent être impactés par l'IA positivement. Alors, encore faut-il avoir cette réflexion sur quels sont mes problèmes du moment et est-ce que j'ai un intérêt à avoir finalement une information qui me permet de confirmer mon intuition, de l'ajuster, de l'affiner, de la quantifier. Et souvent on se rend compte qu'on a de l'information, de la donnée qui peut nous aider dans ce cas-là. Il faut vraiment avoir cette réflexion-là et aussi cette envie finalement c'est de changer un peu la façon dont on travaille, de se dire je vais essayer au maximum de confirmer ou affirmer les intuitions, confirmer une prise de décision, parce que l'IA c'est un outil d'aide à la décision. Et quand je dis aide à la décision, pas de décision en tant que telle, parce que la décision elle va dépendre beaucoup de la stratégie qu'on souhaite opérer pour la marque, de l'ADN de la marque. Il y a beaucoup de choses qui sont là, très finalement humains, parce que ça va dépendre d'un point de vue, ça va dépendre d'une incarnation, ça dépend de beaucoup de choses. Finalement, l'intelligence artificielle, elle va vraiment pouvoir changer le rôle, le quotidien des designers. Exactement. Après, le but, c'est pas d'essayer de faire tout en même temps, parce que ça ne marchera pas. C'est sûr. Il faut se rendre compte sur
suivant l'entreprise, suivant les problématiques, de repérer là où ça peut nous aider sur le problème le plus important et de faire ça de manière itérative, pragmatique et par étapes. Parce que oui, ça prend du temps, il faut se former. C'est pas miracle, c'est pas quelque chose qui va résoudre tous les problèmes. Il faut se rendre compte que voilà, dans certains cas, ça va être très efficace. Dans d'autres, si on n'a pas des données, si on n'a pas d'informations, ça ne sert à rien. Donc c'est un peu ce côté-là de se dire, commençons sur un spectre petit et ensuite, au fur et à mesure, étendons les besoins. Et voilà, c'est vraiment par étapes. Et en plus, je trouve ça assez intéressant comme processus. Et dans ton quotidien, à toi, entrepreneur, sur ces sujets-là, je suppose que tu es amené à rencontrer beaucoup de créateurs, de designers, tes clients notamment. Est-ce que tu as un retour à nous partager, par exemple un designer qui était plus ou moins réticent et finalement qui a souscrit au service Euritech et qui s'est rendu compte que malgré les réticences du départ, ça a vraiment transformé dans le bon sens son quotidien? Oui, parce que la plupart du temps, surtout il y a quelques années, maintenant ça change, la plupart du temps au départ il y a une grosse réticence parce que il y a cette peur de se dire voilà, je vais être challengé par un outil. Alors que c'est pas du tout le but, l'outil ne va pas dire ah t'es un bon ou t'es un mauvais designer, mais surtout qu'il n'en sait rien en fait. La seule chose qu'il peut faire c'est l'outil, s'il est bien utilisé, il va pouvoir juste aider le designer dans. Je me souviens d'une réflexion, c'était ça, c'est au début le designer comprenait pas trop l'intérêt, et au fur et à mesure, dès qu'elle avait une question, elle se disait ah tiens, est-ce que ce type de col, il fonctionne, j'ai l'impression qu'il fonctionne bien aux États-Unis, est-ce qu'il fonctionne bien? Hop, elle va voir sur la plateforme, elle voit ah oui tiens, c'est vrai que il y a quand même beaucoup l'émergence de ce type de col. Voilà. C'est sur des sujets précis, ça permet de confirmer ou pas. Et aussi, un autre truc, c'est que par exemple, si on est designer en France, on a une très bonne idée de qu'est-ce que les gens portent à Paris, on comprend les tendances qui émergent. Après, pour savoir exactement ce qui se porte à Singapour, encore, il faut y aller, c'est très, très difficile d'avoir une vision aussi objective, parce qu'on a aussi ce fameux biais de confirmation, c'est-à-dire que si on a vraiment dit que quelque chose fonctionne, on voit un peu partout. Et là, ça donne une information qui est factuelle, et elle est juste factuelle, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, qu'on doit faire ce produit-là, elle est juste là en disant, voilà ce qui se passe. Après, est-ce qu'il faut faire ce produit-là ou pas? Ça, c'est une vision stratégique, une vision créative, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est vraiment, quand on comprend qu'au final, c'est juste une information en plus, et on a le droit de la traiter ou pas, c'est une petite idée de la décision. À partir de là, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas à être réfractaire ou pas. Soit j'utilise cette information, soit j'utilise pas. Moi, je ça en plus. Et maintenant, si on parle un petit peu des écoles de design qui forment les créateurs de demain, je suppose que c'est un sacré challenge pour eux l'arrivée de ces nouveaux outils parce qu'ils vont devoir l'intégrer dans leur programme. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, nous on intervient dans différentes écoles justement pour montrer comment fonctionnent les outils. On les met aussi à disposition. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pour des étudiants, pour eux c'est assez naturel parce qu'il n'y a pas eu le poids de plusieurs années de travail d'une certaine manière. Donc pour eux c'est assez naturel d'utiliser de nouveaux outils. Ils le voient comme un plus et on a vu pratiquement aucune personne vraiment réfractaire en tant qu'étudiant parce que justement on a envie de découvrir les outils qui fonctionnent et on va essayer de prendre l'ensemble des outils et ensuite en faire un autre chose. Donc on travaille en collaboration avec différentes écoles pour justement former les différents designers, les différentes équipes pour les années à venir. Il existe des formations dédiées spécifiquement aux acteurs du marché de la mode. Si là par exemple dans la salle on a des étudiants, des professionnels de la mode qui veulent se familiariser, s'éduquer sur ces sujets-là, est-ce que tu as une formation à recommander, une masterclass? Est-ce que Euritech propose peut-être des services de formation? En discussion, venez m'en parler, on peut me contacter et puis on peut voir ça. Intéressant. Alors maintenant, Euritech, pour un petit peu apporter une conclusion, est-ce que en tant que cofondateur de cette entreprise, est-ce que tu as un message à faire passer? Est-ce que tu veux évoquer les actualités? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Euritech en 2025? Est-ce qu'il y a des actualités croustillantes que tu aimerais partager? En fait, fin 2024, on s'est rapproché d'une autre entreprise qui s'appelle Sur Insight. Donc là, pour vraiment former une entreprise
de taille plus conséquente, qui est à la fois dans le luxe, dans l'analyse de prix, pour vraiment être un acteur incontournable sur l'intelligence artificielle et la donnée pour le secteur du luxe et de la mode. Donc voilà, on a de plus en plus d'outils qui sont proposés et on veut de plus en plus adresser différents métiers pour aider justement les marques à passer le cap et à intégrer ces solutions à ces différents niveaux dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Et une question qui me vient, est-ce que toutes les marques de mode peuvent faire appel à vos services ou il faut avoir une taille spécifique? Est-ce que ça s'adresse aux grosses maisons comme Dior? Alors on a commencé au départ que les grosses maisons pour bien comprendre les enjeux, pour co-construire avec eux. Mais maintenant on travaille aussi avec les petites entreprises que la solution qu'on propose c'est quelque chose qui est directement utilisable sur étagère et en fonction de ces besoins on peut vraiment avoir déjà des différentes informations quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est quelque chose qui est assez récent. Et pour suivre un petit peu vos actualités, on peut retrouver votre site internet. Site internet. Nomitech.com. Sur les réseaux sociaux, les LinkedIn. Très bien. Merci beaucoup Tony. Merci à toi. Un dernier message. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, mais si un dernier message à faire passer, c'est l'occasion. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. Très bien. Mais ça ne résout pas tous les problèmes.